Previously in Cinéclaque. Le docteur et le professeur ont exploré le septennat, ou presque, de Valéry Giscard d'Estaing. Nous sommes en 1980. Valéry va bientôt dire au revoir. Finalement, tous les films qu'il avait censurés vont sortir au cinéma, genre Mad Max, Massacre à la tronçonneuse, tout ça. Il était temps que ça s'arrête les conneries. Nous retrouvons le docteur et le professeur qui ne parleront pas de politique de toute façon car ce n'est pas leur passion. La passion c'est la musique de film. Enfin bon, laissons-les plutôt nous expliquer leur science. Allez-y, parlez les gars. Parlez sur Cinéclaque. Cinéclaque, c'est du ciné et des claques. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. J'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Un pistolet philosophique. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on doit plus ce qu'ils racontent. C'est le genre de raisonnement que je déteste. La spirale temporelle nous emmène en 1981. Spirale temporelle. Professeur, 1980, c'est l'année de l'élection de François Mitterrand. J'étais trop jeune pour voter, mais mes parents étaient contents. 1980, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve Hurlement. Alors c'est l'année de la soupe aux choux. La musique, elle est connue en France. L'année du professionnel, par Ennio Morricone. Ah ouais, mais professionnel quoi. Toi, le c'était insupportable. C'est l'année... Oh putain, La folle histoire du monde de Mel Brooks, mais on en a pas retenu la musique. C'est l'année de sortie de Mad Max 2. Putain, quand même, Mad Max 2, c'était pas rien. Ouais. Avec Brian May. Je t'avoue que c'est sur ma liste aussi, mais j'hésite encore. C'est l'année de sortie d'Outland, un excellent Jerry Goldsmith dans la veine d'Alien. Un peu moins terreur, mais aussi les mêmes sonorités. For Your Eyes Only, le James Bond, rien que pour vos yeux. Totalement disco funky, musique du film de boule. Enfin, c'est assez démentiel d'avoir fait ça. Excalibur, le film de Boorman, où j'ai pas retenu la musique, je suis désolé. Hein. Le choc des titans, aussi, qui était une... Comment il s'appelle le gars qui a fait ça ? Roseman. Non. Le choc des titans, 1981. Attends, je l'ai... Je suis dessus. Laurence Rosenthal. Ah, Rosenthal, ouais. Je les confonds à chaque fois au niveau des noms. Mais je sais que c'est pas Roseman parce que Roseman, il est... Ouais, j'étais pas loin. Lui, c'est le roi de la dissonance, donc voilà. Ok, donc je reprendrai là. Donc le choc des titans, un gros nanar incroyable. Je comprends pas que les gens kiffent ce film. Malville, un film français fantastique, adapté d'un bouquin de Robert Merle. Le film est pas mal. Il dénature le livre, mais bon, ça reste bien. Métal hurlant, avec une BO d'enfer, mais vraiment d'enfer, d'Elmer Bernstein, outre tous les morceaux de hard rock de l'époque. Escape from New York, qui est putain un bon film. Il y avait Le Loup-garou de Londres, il y avait Vendredi 13 numéro 2, il y avait le deuxième Halloween, où John Carpenter reprenait sa musique, mais au synthé, vraiment gros synthétiseur. Il n'y avait plus le son de piano, on va dire, c'est du son de synthé. Il y avait Les Aventuriers de l'Arche perdue, de John Williams. Il n'y a rien à dire dessus, à part que c'est génial. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près des gros films de l'époque. Evil Dead, mais c'est pas la musique qui était la plus marquante. Non. Parce que c'était pas top moumoute quand même, quoi. Mais en plus, le compositeur n'a jamais été De Luca, là. Ça n'a jamais été un grand compositeur pour moi. Donc. Ouais, tout à fait. Mais n'empêche que quand j'ai vu le film au cinéma, les gens quittaient la salle, ils étaient écœurés et tout. Et moi, je savais pas si je devais avoir peur ou rigoler. Du coup, j'ai essayé de rigoler, quoi. Et c'était génial. C'était vraiment super. Donc, vous voyez, il y avait Coup de cœur de Coppola aussi. Donc, pas mal de musique dedans, mais... c'est surtout des chansons. Ouais, Le Loup-garou de Londres, grosse compilation de chansons avec des reprises par Meko, qui était un... Meko, c'est un type, ils faisaient du disco. Ils avaient intégré ces reprises dedans. Enfin, c'est n'importe quoi. Et il y avait un ou deux morceaux d'Elmer Bernstein dedans. Donc voilà. Sinon, il y a Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ouais. Il y avait... c'est The Burning, film d'horreur. J'avais trouvé la BO dans un magasin où j'habite. La BO The Burning par... c'est Josh Hathaway, je crois. Et franchement, c'était vraiment impressionnant, quoi. La BO était impressionnante. Donc on a tout ça, on a toutes ces choses, tous ces beaux films. Qu'est-ce que tu en as retenu ?
Qu'est-ce que tu juges important, opportun? Déjà, t'as cité des films que j'avais listés moi aussi, mais La chèvre, tu l'as pas vu, tu l'as pas, non? T'as pas cité Blowout de mon ami Pinot. Mince, il est pas. Ah non, mais attends, Blowout, il est pas là-dedans. Il est assez mince. Autant pour moi. Le temps se chargera de faire oublier mon erreur. Attends, Blowout, Pino Donaggio, John Travolta, Nancy Allen, il manquait plus que Olivia Newton-John. Pour moi, c'était le paradis, quoi. Non, c'est un très bon film, et en plus, la VF était doublée par Gérard Depardieu, oui. C'est assez bizarre déjà à l'époque. Ouais, mais ça marchait, hein. À l'époque, ça me dérangeait pas, quoi. Non, mais de toute façon, c'est un bon film, donc après le doublage, même si... Enfin voilà. J'avais retenu également La fièvre au corps de notre ami John Barry, parce que bon, c'est le premier film de Laurence Kasdan en tant que réalisateur. Exact. Et tu sais qu'il y a Sphinx la même année qui est sorti. Sphinx, c'était par celui qui a fait la planète des singes, Schaffner. Ouais. Et en fait, c'est un film sans la musique de Goldschmidt. Alors qu'à l'époque, il tournait toujours avec Goldschmidt, quoi. J'avais retenu aussi le premier film d'un réalisateur très important pour moi, qui est Michael Mann, donc Le Solitaire, musique de Tangerine Dream. Et j'avais retenu aussi un autre film très méconnu, en fait, d'un réalisateur qui a duré quelques années, hein, John Badham. Hein. C'est un film qui s'appelle C'est ma vie après tout, qui était tiré d'une pièce de théâtre. Avec Richard Dreyfuss et John Cassavetes, qui est un excellent acteur, que je préfère en tant qu'acteur que réalisateur. Et quand il est paralysé. Ouais. Et dans ce film, John Cassavetes est énorme, je trouve. Et ce film, je crois que c'était la première collaboration entre John Badham et Arthur Rubinstein, qui n'a rien à voir avec le compositeur classique. Il y a un compositeur classique qui s'appelle Arthur Rubinstein aussi. Et après, ils allaient faire Tonnerre de feu et War Games. Mais c'est pas ces films que je retiens. Hein. J'espère que je vais pas marcher sur tes plates-bandes encore, parce que bon. Qu'as-tu retenu, professeur? Eh bien, Ah ouais, d'accord. Les Aventuriers de l'Arche perdue de très bien. John Williams. Alors pourquoi? Parce que bon, John Williams, on a déjà eu derrière Les Dents de la Mer, comme on l'a dit, on a eu Star Wars, on a eu l'Empire contre-attaque. Et pourquoi Les Aventuriers de l'Arche perdue? Pourquoi pour moi il est si important? Parce qu'il n'y a pas de... J'ai fait une liaison alors qu'il n'y en a pas de liaison si importante. C'est pas grave. Ose, il faut oser. Les liaisons dangereuses, c'est un sketch des nuls qui était vachement bien. N'importe quoi, je dis. Mais non, parce que pour ce film, en fait, je trouve que c'est le moment comme il y aura plus après entre Spielberg et Williams. C'est le moment parfait, c'est la symbiose parfaite. Les deux se comprenaient et les deux ont réussi un film parfait, quoi. Il y a une symbiose entre l'image et la musique qui tout est amené à une iconisation, quoi. C'est il y a une maîtrise de leur art si complète. Chaque plan, chaque note converge vers l'idée qu'il faut, quoi. Enfin, c'est difficile à dire parce que non, ils font qu'un, en fait. À ce moment-là, ils font qu'un. Voilà, c'est exactement. Tu résumes tout le paragraphe que j'avais écrit. J'avais essayé d'écrire quelque chose alors que en une phrase, tu dis ce qu'il fallait. Ils ne font qu'un. Rien que la première scène, l'introduction d'Indiana Jones dans le film, quoi. On le voit pas. On voit que des morceaux de lui, mais on le voit jamais. Ouais. Et c'est déjà une légende. C'est déjà quelque chose d'important. Et quand il se retourne, on voit le fouet parce que quelqu'un essaie de le tuer, donc on voit le fouet qui arrache le pistolet des mains de l'autre, là. Et j'entends la musique quand tu parles. Voilà. Et Harrison Ford qui arrive, et il fait un pas, et il rentre dans la lumière,
waouh, là, on a tout compris. En quelques plans, Spielberg arrive à poser un personnage sans nous dire qui il est. L'iconisation, en fait. Voilà, l'iconisation. Il a iconisé le héros en un plan. Et tout le film, c'est ça. Tout le film, c'est l'iconisation en musique et en image, quoi. Et ça culmine avec un moment pour moi qui est le moment où Indiana Jones part à la poursuite de l'arche d'Alliance. Donc les nazis l'ont récupéré, l'ont mis dans un fourgon et ils s'en vont dans le désert. Et Indiana Jones prend un cheval et les poursuit, quoi. Et là, il va arriver à les rattraper. Ah, je sais pas, je veux pas spoiler. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le film. Voilà, je ne veux pas spoiler. Mais là, le montage entre la musique et l'image est énorme. Je me demande qui des deux est arrivé en premier, parce que c'est tellement parfait. Je me dis, Spielberg a dû monter sur la musique, ou Williams a dû composer sur les images. Mais c'est pas possible, quoi. Ou les deux ont fait tout en même temps. Mais c'est Je pense parfait. que Williams était dans la salle de montage avec un piano. Je pense que c'était ça, quoi. Et donc ce film, pour moi, c'est énorme. Et honnêtement, je n'ai plus retrouvé ça, alors que bon, ils ont fait de grands trucs ensuite ensemble, hein, mais je n'ai plus retrouvé cette osmose parfaite entre les deux après ce film. Je me souviens de ce passage où il est dans la salle des cartes. Oui. Et puis qu'il met le médaillon au bout d'un bâton et tout. C'est quand même un passage incroyable musicalement, quoi. Ah oui, c'est. Il y a ça, et moi, par exemple, j'ai beaucoup kiffé la première scène du film, en fait, d'action, quand il est dans la grotte au départ, où il y a tous les pièges. Parce qu'à l'époque où le film était sorti, j'avais pris mon magnétophone, j'avais collé devant la télé, et je sais pas, ils étaient fous. Le film sortait à la rentrée, et l'été, ils ont passé 10 minutes du film. C'est-à-dire qu'ils ont passé toute la scène d'intro. Dès qu'ils rentrent dans la grotte, jusqu'à l'hydravion, tout était passé à la télé, quoi. Et j'avais enregistré toute la bande-son en audio. Et la musique dessus, chaque pas quand il est sur les dalles qui sont piégées, chaque pas est accompagné de musique. Et enfin, tout est incroyable, quoi. Ça fuit, ah oui, la musique se mêle avec les bruitages aussi. Et on est dans une perfection. Moi, je sais. D'accord. Moi, je sais que je l'ai découvert. Je l'ai pas découvert en 1981, donc parce que comme je le disais précédemment, j'ai été au cinéma un peu plus tard, quoi. Mais je l'ai découvert lors d'une ressortie. Et non, en fait, je dis une connerie. Je l'ai découvert en vidéo parce qu'on avait dans le groupe d'amis que j'avais, on en avait un qui avait un magnétoscope, donc on se faisait des samedis vidéo, et j'avais découvert le film en vidéo, mais il était ressorti au cinéma quelques temps après, et j'y avais été parce que il fallait que je le voie au cinéma. Et en vidéo, il était recadré en plus. Oui, c'était en panne. C'était épouvantable, c'était un carnage, hein, franchement. Et je sais que j'avais vu le 33 tours chez un disquaire, et donc j'avais pris sur moi d'économiser, de plus rien acheter pendant quelques semaines pour avoir le 33 tours, et quand je l'ai eu, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter, mais alors, le Retour de Jedi, c'était rien à côté, quoi. Le Retour de Jedi, je l'ai usé, mais alors celui-là, il est magnifique. C'était... chaque morceau, ça fourmille de thèmes, que ce soit le thème de la... Il y a une réédition après, des années après. Avec je l'ai acheté. Une sorte d'intégrale, quoi. Il manquait encore quelques bouts, mais... Et après, il y a eu un coffret ensuite avec les 4. Ouais, mais le coffret, enfin, moi, j'ai pas hyper été... Enfin, je trouve que l'intégrale qui était sortie était vraiment bien. Oui, moi, le son était très bon, et... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que le docteur et le professeur sont en train d'enculer les mouches. Mais c'est la même époque que l'Empire contre-attaque, justement, il y a une richesse dans tous les thèmes. Tous les thèmes sont là, et t'as le thème des Allemands, t'as le thème de l'Arche, t'as le thème le thème de Marion Ravenwood, le thème d'Indiana Jones. Un des meilleurs personnages féminins du cinéma. Nancy Allen, n'importe quoi. On peut dire tout ce qu'on veut. Karen Allen. Ouais, on peut dire ce qu'on veut, mais quand elle voit le héros et qu'elle lui colle une patate, moi je suis tombé amoureux d'elle direct. Je me suis dit, ok, je me suis dit, là, il faut, quoi. Là, c'est ça. Ça, c'est bien. Là, parce que un vrai pain, quand même. Hein. C'est un vrai pain qu'elle lui met, quoi. Je vais faire une petite digression, mais parce que pour moi, Karen Allen, ça reste un souvenir
pour moi, c'est l'un des plus beaux plans finaux de cinéma dans le Starman de John Carpenter. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens de Starman. Oh là là. Ouais, donc Jeff Bridges s'en va, donc dans son vaisseau spatial. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais Spoil. et Carpenter dans le génie qu'il est, au lieu de nous montrer un extraterrestre qui s'envole dans un vaisseau, qu'est-ce qu'il fait? Il reste sur le visage et le regard de Karen Allen. Et il finit le plan là-dessus, quoi. En même temps, c'est Carpenter. Donc, ouais. Et elle était incroyablement... Enfin, elle était belle, quoi. Enfin, elle a un charme fou. Non, mais elle est parfaite dedans. Voilà, je peux passer à ma sélection? Oui, bien entendu. J'ai l'impression... À t'écouter, j'ai l'impression que je parle trop, quoi. Non, mais pas du tout. Ben non, justement, je t'écoute parce que je suis complètement d'accord avec toi. Et voilà, quoi. J'avais vraiment hésité aussi. En 81, j'ai hésité sur plusieurs musiques. L'international, déjà, parce que c'était chanté dans la mairie de ma ville, quand Mitterrand est passé. Donc tout le monde chantait Debout les damnés de la terre. Voilà, il faut le savoir. C'est une digression politique. Bon, 1980, c'est l'année de Mad Max 2, en fait, où la musique a été faite. C'est l'année de Danger de l'âge perdu, c'est l'année d'Outland, qui est quand même un de mes films fétiches, en vrai, que j'ai vu recadré en VHS, que j'ai vu en scope en VHS, que j'ai vu en DVD, que j'ai vu en Blu-ray, que j'ai vu au cinéma, et je trouve que j'adore ce film. C'est Mad Max 2, pour revenir dessus, c'est aussi une de mes BO favorites, parce qu'il y a une tristesse qui est incroyable dedans. Il y a une tristesse, il y a une ampleur aussi. Et c'est un remake de la BO de Mad Max 1, mais joué au ralenti. Mais alors, il y a un truc en 81 qui est sorti, ça s'appelle Escape from New York 1997. Une bien belle traduction. La musique, elle est de John Carpenter, évidemment, parce que c'était le moment où il faisait encore ses musiques tout seul. Et avec Alan Howarth pour le coup là. Et c'est fabuleux, quoi. Ce qu'il a fait, c'est démentiel, parce que son film est déjà, c'est un de mes films fétiches. Je t'avoue que je me lasse pas de le revoir. Pourtant il est lent, tout, mais. Ouais, mais bon, Kurt Russell, Snake, Plissken. Tout est, voilà, tu vois, si on appelle iconique, on est à fond là-dedans, quoi. C'est-à-dire que tout est démentiel, chaque scène est incroyable, chaque scène a sa musique, parce que le thème générique ne revient pas dans le film, mais il est inoubliable tout de même. Oui. En plus, c'est un film d'action avec une musique très lente. C'est un film où il y a quand même Isaac Hayes dedans. Alors Isaac Hayes, il fait le méchant, et quand on le voit, la musique, elle devient hyper groovy, assez funky, avec pas mal de boîtes à rythme et tout, et ça défonce tout, quoi. Donc pour moi, c'est la première fois que Carpenter faisait une musique qui dépassait juste illustration, on va dire, le papier peint. Parce que pourtant, ce qu'il a fait avant, j'adorais, y compris sur Assaut, qui était incroyable, mais c'était très très minimaliste. Et là, il y avait une sorte d'envergure. Il arrivait à nous faire croire que c'était New York dans le futur et que tout était dévasté, alors que c'était pas New York, c'était pas dans le futur. Il a tourné ça, je sais plus, dans le Missouri, tu vois. Mais on y croit, quoi. Voilà, tout son film, on y croit. Tout se tient. Et la musique, c'est comme dans l'Empire contre-attaque, fait partie intégrante du film. Si on la retire, je suis pas sûr que le film y tienne vraiment le coup, quoi. Parce que chaque séquence a son ambiance, a son rythme en plus. Parce que Carpenter, il y a aussi un truc qui est terrible, c'est le rythme qu'il donne. On dirait un peu toujours des chronomètres ou des comptes à rebours. Et donc ça crée une tension, une grosse pulsation en fait. Et il est metteur en scène et il est musicien, donc il maîtrise totalement ce qu'il fait. Et je sais qu'à cette époque-là, les synthés, c'était pas la joie, hein. C'était des heures et des jours de réglage. Et il s'en est super bien sorti, quoi. Il y a eu une réédition de ce disque en intégrale, où ils ont intégré une séquence coupée, mais qui n'a pas trop d'intérêt même musicalement, parce que en fait c'est une sorte... Je me demande si c'est pas un truc qu'il a fini après, quoi. A posteriori, ça reprend tout le passage où il s'enfuit devant
devant le duc de New York. Enfin bref, c'est la même rythmique et tout. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la BO est entrecoupée de morceaux du film, c'est-à-dire des vrais sons, de dialogue et tout, et ça le fait carrément, quoi. Donc voilà, je suis ultra fan de ça. Je trouve que c'est une musique importante, même au niveau de la musique de film pure. Parce que, voilà, un type tout seul avec ses synthés, il n'a pas les moyens de se payer un orchestre, c'est pas grave, il y va, comme un héros, quoi. Et puis, ça le fait. Voilà pour moi, 1981. C'était avant la rigueur. C'était le socialisme, comme on y croyait encore. Ouais, et puis bon, je trouve que pour à nouveau rebondir là-dessus, il faut rendre à César ce qui est à César aussi, hein. Et parler de l'apport indéniable de Kurt Russell, quoi. C'est ouais. Toute l'énergie du film, c'est lui. John Carpenter avait trouvé son pendant en tant qu'acteur, quoi. C'est Snake Plissken, c'était en fait John Carpenter, quoi, mais Ouais. Kurt Russell l'incarnait parfaitement. Et c'est un personnage formidable, parce que quand on voit la fin du film, déjà, on en rigole bien, mais quand on voit la séquelle, ensuite, c'était quoi, Los Angeles 2013, je sais plus comment, Escape from LA. Ah ouais, c'est ça. Eh ben, carrément, à la fin, Snake Plissken éteint le monde. Et allume et ce plan est magnifique, quoi. Il allume une cigarette et il regarde droit dans la caméra et nous regarde, nous, en tant que spectateurs, alors que bon, pendant tout le film, on nous dit que ça faisait partie des choses à ne pas faire, quoi, de fumer et tout ça, quoi, parmi tant d'autres choses. Et pour moi, je parlais tout à l'heure de Starman, qui était un beau plan final, mais là aussi, quoi, mais John Carpenter est important, hein, j'arrêterai pas de le dire. Moi, ce que je vois, c'est que John Carpenter a toujours le même personnage comme héros, c'est-à-dire que là, c'est Kurt Russell, mais c'est le même personnage que dans Assaut. Ouais. C'est le même personnage qu'on voit même dans Ghost of Mars. Ouais. Parce que c'est la même chose. Tout ça, c'est le même personnage, en fait. Oui, c'est bien le même sûr. qu'on voit dans Invasion Los Angeles aussi. Il joue toujours le... Bah, c'est Carpenter, hein, c'est toujours lui qui se projette, hein, je pense. C'est le gars assez incorruptible dans ce qu'il est, et puis qui tient parole, et voilà, quoi. Enfin, j'aime beaucoup. Bon, John Carpenter, quoi. Mais en même temps... Moi, je suis tellement fan de son cinéma, parce que chaque plan est solide, en fait. C'est... chaque plan est hors du temps, enfin, j'adore ça. Alors... bon, ça te va pour 1981 ? Oui. D'accord. Perdu dans la folie des années Mitterrand, la spirale temporelle nous laisse maintenant en 1982. Une grande année. Très très grande année. Le truc, c'est que 1982, là, ça a déjà commencé grave, mais là, on est en plein symptôme. Il y a eu E.T., The Thing, Dark Crystal. Mais je parle juste pour les BO, attention, je parle des trucs avec des BO remarquables. Il y a eu 48 heures, il y a eu Conan le Barbare, il y a eu Poltergeist, il y a eu Blade Runner. Alors là, on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus par où finir. Il y a eu Tron, il y a eu Cat People, ton film préféré. Il y a eu Rambo, la musique. Il y a eu Koyanis Katsit, Philippe Glass. Il y a eu Le Secret de Nîmes. Non mais j'en peux plus, quoi. En fait, il faudrait qu'on fasse une émission exprès sur cette année-là. Ah ouais, les Sous-Doués en vacances. Les Sous-Doués en vacances. Comment tu le chantais ? Destinés, nous étions tous les deux destinés. C'est comme Guy Marchand, sans déconner, quoi. Voilà, il y a eu Le Gendarme et les Gendarmettes. C'était une grande année. Il y a eu 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Il y a eu Le Grand Pardon. Alors, ça, c'est juste pour replacer. Il y a eu France avec la musique de John Barry, je crois. Oui, française. Ouais. Et il y a eu La Colère de Cannes. Oui. En science-fiction, La Colère de Cannes avec... pareil, James Horner, il envoyait à fond parce que... Attends, pour ceux qui connaissent pas forcément La Colère de Cannes, c'est Star Trek 2. Voilà. Ouais. Mais on imagine qu'on connaît. Il y a eu Halloween 3, qui est un film produit par Carpenter, sur lequel il a fait la musique. Et là, c'est Halloween 3. Enfin, moi, j'adore particulièrement. Je vais parler de Conan, Class of 1984. C'est un truc que tout le monde a vu. Il y a eu la Boom 2, tu te souviens de la Boom 2 ? Non, oui. enfin bon, bah c'est oui. normal.
D'accord. Il y a eu Disco Dancer. Disco Dancer. Voilà. Maintenant, je connais. Oui. Tout le film est fabuleux. Enfin, ça, un jour, on en parlera. Mais Disco Dancer. Il y a eu Tootsie qui était aussi un. J'allais t'en parler. Je me disais, est-ce qu'il va le citer parce que c'est un super film. Et je me suis dit, il y a quand même sa copine, Jessica Lange. Donc, est-ce qu'il va le citer? citer? Ouais, tout à fait. Non, mais il y a l'année de tous les dangers. Enfin, en tout cas, 1982. Franchement, c'est. Il y avait Dark Crystal aussi. Trevor Oui, Jones. je crois que j'ai cité au début Dark Crystal, il me semble. Et là, franchement, je sais même pas par où je sais pas par où finir. Il y a Kate Bush qui a sorti The Dreaming aussi la même année. Mon Dieu, enfin bon. Professeur, je sais plus quoi faire. Je vais te laisser commencer parce que. Moi, j'ai retenu aussi. Bon, c'est pas celui que j'ai choisi, mais parce que c'est. Grise 2. Non, t'es pas loin parce que ça reste une comédie musicale, mais moi j'adore les comédies musicales. Victoria ? Voilà, exactement. Ouais. C'est bien, c'est un très bon film. Ouais, en fait. Ouais. Bah, j'adore Black Edwards, donc. Ouais, mais je me souvenais plus de la musique, je me souvenais plus si elle était remarquable ou pas. Elle est remarquable. Mais Victoria, c'est un super film, quoi. Pas à tort, quoi. Bravo, chapeau, hein, parce que t'as réussi à trouver avant que je le dise, quoi. C'est bien, je suis fier. Parce que j'avais hésité, mais je me suis dit, ouais, la musique. Je suis fier de toi. J'espère, je m'efforce. Donc, et en fait, oui, moi c'est pareil, en 82, j'ai commencé à lister, je me dis, waouh, la liste est longue par rapport aux autres années. C'est prodigieux, quoi. Et en fin de compte, c'est l'année, pour moi ça a été la plus facile, c'était une évidence, je sais pas ce que t'as choisi toi, mais pour moi c'était l'évidence elle-même, quoi. Creepshow. Conan, de Basil Poledouris. Ah, Conan, d'accord. Bah oui. C'est... Oh, ouais. Bah oui, parce que... Mais ok. J'ai failli prendre Conan, donc toi, on est passé tout près. Il y a peu d'œuvres musicales qui, en quelques secondes, s'imposent d'emblée et deviennent un classique. Et surpassent et le film, et le carcan de la musique de film. Et Conan, c'est ça, quoi. Et ça influencera toute une génération et plein de générations de compositeurs après, quoi. Hein. Et pourtant, Basil Poledouris aura fait beaucoup de grandes choses après, dont l'excellent Starship Trooper avec Paul Verhoeven. Hein. Ouais. Mais là, pour le coup, sur Conan, déjà le film c'est un poème épique, hein, parce qu'il n'y a pratiquement pas de dialogue. Donc la musique était très importante, la musique était la voix du film. Et moi, j'ai l'impression que pour ce film, pour cette musique, c'est comme si, puisqu'on parle d'une époque qui n'a peut-être jamais existé, mais c'est comme si les dieux s'étaient penchés là-dessus, quoi. Ils avaient touché du doigt Basile pour qu'il accouche de ça, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, tout est parfait, quoi. Et je te dis d'emblée, quoi, que t'aimes la musique ou que t'aimes pas la musique, tu écoutes ça et c'est indéniable, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Je te trouve dithyrambique. J'ai fait court, hein. Ouais. Alors quand je fais, alors soit je fais long, soit je fais court, mais je suis dithyrambique. Bon alors, moi, par rapport à Conan le Barbare, la musique est démentielle. Je t'avoue que franchement, on est vraiment dans du haut de gamme de musique de film, d'orchestration. C'est une musique qui te raconte l'histoire, Surtout, il y a eu la première édition avec la voix off au début. Oui, j'adore cette édition. Qui nous raconte The Day of Adventures. Et cette voix grave, là, ouais. Ouais. Et il y a un truc que j'ai remarqué dans Conan, c'est que les 10 premières minutes, il n'y a pas de parole. Mais il n'y a pratiquement pas de parole dans tout le film. Hein. Oui, mais les 10 premières minutes, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand on voit l'arrivée si on voit... Avec un mauvais trucage, on voit le père de Conan, tu dis ouais, le secret de l'acier, machin et tout, vouloir faire un forgeron, ouais, non mais sérieux. Donc, le truc, c'est que, une fois qu'il a passé ça, c'est un petit peu, on va dire, le début de Blade Runner, quand on voit le texte passer, c'est comme un déroulant, mais qui est dit par quelqu'un, on va dire. Après, il y a toute l'arrivée de Tulsa Doom, qui est la voix de Dark Vador, d'ailleurs. Ouais. Dans le village, quand il tue tout le monde, quand il tue sa mère, et tout se fait par la musique, il n'y a pas de parole, et ça embraye sur Conan qui pousse une roue comme un crétin pendant des années, et il n'y a pas de parole, il n'y a rien, et on est prisonnier de ce film, tout de suite.
par la musique. La musique, elle nous attrape et elle dit, toi, tu restes là, t'écoutes, tu regardes. Et on comprend le temps qui passe, on comprend la douleur, on comprend tout. Et on est au-delà de l'évocation, quoi. On est vraiment dans... je sais pas, il y a un côté sublime, quoi. On est dans presque de la musique classique. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, mais c'est une pièce classique, en fait. Ouais. Alors, ce qui est amusant, c'est que la bande-annonce, je crois qu'ils avaient mis Carmena Burana dessus. Oui, ouais. Et il y a tout le monde, enfin plein de gens que je connais, étaient déçus qu'elle soit pas dans le film et tout, alors qu'en fait, je trouve ça tellement supérieur à la musique de Conan. Bien sûr. Ouais, puis ça nous aurait fait sortir du film de prendre quelque chose qu'on connaissait. Oui, tout à fait. Non, mais en plus, Basil Poledouris, là, il a signé un truc qui fait que il est devenu un grand de la musique de film tout de suite avec ça, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait avant, s'il a fait beaucoup de choses ou pas. Bah, il avait fait le Lagon Bleu, non? C'était avant, non? Ouais, mais bon, voilà. C'est Lagon Bleu, quoi. Ouais. Mais, ce que je veux dire, c'est que là, il est rentré, il s'est mis au niveau des John Williams tout de suite, quoi. Et il a frappé super fort, et ce qui est incroyable, c'est qu'il a frappé fort encore après, quoi. Et ça, c'est fou, quoi. Parce que lui, c'était la musique énergique. Il y avait un truc... Enfin, voilà, un côté épique. C'était incroyable, quoi. Donc oui, je suis complètement... je suis d'accord. Tiens, je remarque qu'il y avait Vidéodrome aussi, parce que le film est sorti en France plus tard, mais visiblement, c'est de 82, la musique. Oui, on l'a eu beaucoup plus tard, oui. Ouais. Et en fait, il était fait avant Dead Zone. Le film est sorti après. Oui, en France, on l'a eu après. Mais bon, Vidéodrome, je crois qu'on a déjà parlé en privé, tous les deux. Oui, enfin, ça reste un putain de film, hein, quand même, mais bon. Ouais, je suis d'accord. Mais la musique... oui. Moi, j'ai acheté... La pochette est merveilleuse. Allez, ouais. Oui. Mais non, mais franchement, ça le fait, mais le disque, il n'est pas écoutable. En vrai, il n'est pas écoutable, quoi. Bon, mais et toi, docteur? C'est bizarre quand tu vois le trajet de Howard Shore jusqu'au Hobbit. Alors, moi, voilà, professeur... Moi, 1982, j'ai hésité entre The Thing, parce que The Thing, il y a toujours cette histoire avec d'où vient l'œuf de la poule, d'où vient Carpenter de Ennio Morricone, mais d'où vient Ennio Morricone, voilà, on s'en fiche un peu, mais à la fin, mais on a une BO qui encadre le film, mais c'est pas de ça que je vais parler. J'ai hésité aussi avec Cohen et Scatzi, parce que mine de rien, Philip Glass... des dizaines d'années après, il a inspiré beaucoup Hans Zimmer quand il a fait Interstellar. Beaucoup inspiré, c'est-à-dire qu'il s'est fait piller, quoi, comme un gros dégueulasse, quoi. Donc voilà. Et moi, je voulais parler du premier Rambo, First Blood, en fait. Parce que j'ai visité avec Tron aussi, qui est une musique vraiment, vraiment incroyable. Mais c'est toujours Jerry Goldsmith. Alors, je suis un peu bloqué sur Goldsmith, mais c'était vraiment sa période, pour moi, la mieux. Rambo, ce qui est intéressant, c'est que ce film, pour moi, c'est la bande originale de La Forêt. Ouais, donc j'ai trouvé que cette musique c'était pas une musique de guerre. En fait, c'est une musique assez douce au départ, parce que c'est pas encore un tueur dedans. Rambo, le First Blood n'est pas un film de guerre. Donc, tout à fait. Et je trouve que le personnage, il est pas du tout... c'est un guerrier, mais il a pas envie de faire la guerre. Donc, contrairement au roman où il est vraiment fou, il tue tout le monde, le roman, je te conseille de le lire. Je l'ai jamais lu. C'est une grosse fessée, quoi. Le roman, il tue 50 personnes, hein, tranquille, mais d'un sadisme total. C'est une machine à tuer qui a plus de conscience, qui a plus rien. Et à la fin, quand il se fait buter dans le... Je spoil le roman. Quand il se fait buter dans le roman, en fait, on est presque bien content. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que les États-Unis avaient créé un monstre. Et ce monstre-là, même si tout le monde est crétin autour de lui, lui, c'est quand même une arme. Donc... Dans ce film-là, qui est déjà un film excellent au niveau réalisation, contrairement à tout ce que tout le monde pense, Rambo, machin, pam pam boum boum, c'est pas ça du tout, quoi. C'est vraiment pas ça. Et je pense que ce film a pâti de la réputation des autres. Oui. Les Rambo qu'il y a eu derrière, qui sont des films de pure sauvagerie ou de pure connerie, des fois aussi. Et celui-là, il est vraiment très très différent, et il y a un côté poétique dans les bois. Déjà, la forêt est filmée d'une manière complètement incroyable, parce qu'il n'y a pas des projecteurs partout qui t'éclairent ça en bleu. C'est une vraie forêt où on a du mal à passer dedans. Enfin, tout est... et quand c'est sombre, c'est sombre. Tu sens la boue, tu sens les feuilles, tu sens les griffures, et la musique rend tout ça. Et j'ai trouvé que c'était... voilà, pour moi, c'est la bande-son de cette année-là, quoi. Et pourtant, il y avait l'embarras du choix, quoi. Donc, je suis ultra fan de ce disque.
qui est bien enregistré. Il y a un petit peu de synthé avec l'orchestre, mais du synthé qui déconne pas, quoi. C'est pas encore le gros bruit énorme, le gros grincement qu'il y aura plus tard. Là, on est sur quelque chose qui correspond à ce qu'il y avait dans Outland. C'est un synthé qui vient accompagner la musique et qui est pas en train de tout bouffer. Donc voilà, ça c'est mon 1982. C'était Frank Stallone qui chantait la chanson ou pas, non? Ouais, mais je sais pas, je l'écoute jamais. Ouais, non, parce que c'était... Ouais, parce que... Non, c'est pas Frank Stallone, je crois. Non, pas. parce que Sylvester essayait de placer son frère à chaque fois. Non, c'était pas lui. Ça, c'était dans Rocky qui chantait. Ouais. Par contre, il y a une chose que tu as dit qui était... Dan Hill, c'est ça, c'est Dan Hill. Il y a une chose qui m'a interpellé, oui, par rapport... Tu dis qu'il a pâti des autres films, quoi. Le premier. Et il y a une mésentente totale avec le premier, effectivement. Ne serait-ce que dans la traduction du titre. Puisque en anglais, donc ça s'appelle... Enfin, en américain, ça s'appelle First Blood, qui veut dire premier sang. Ce qui veut dire qui a versé le premier sang, qui a déclenché ça. Et c'est pas Rambo. Et en français, on a traduit Rambo. On l'a mis au devant de la scène. Alors que dans le film, c'est une victime. Et le titre français le met en avant, en fait. Ça m'a pas dérangé parce que Premier sang, ça faisait pas un bon titre, je trouve, en français. Oui, peut-être, mais bon. C'est pas une expression qu'on dit, à la limite, on l'a traduit par c'est qui a commencé, quoi, tu vois. Oui. C'est qui a commencé oui, mais c'était pas mal Rambo, quoi, comme truc. Oui, oui. Non, mais c'est bien. C'est tout le monde. Rambo des bois. Rambo des. Ah, il est trop fort, quoi. Non, mais je trouvais que c'était intéressant de le souligner, quoi. Même si le titre français est percutant, mais de voir que la différence, parce que entre le titre américain et le titre français, on change totalement de focalisation, en fait. Donc. Tout à fait. Tout à fait. Ça veut plus dire la même chose. Je suis d'accord. Voilà. Non, et c'est tout ce que je... Ah non, et si, je voulais dire aussi que pour moi, il y a un acteur que j'adorais, un acteur second rôle. J'aime bien les figures de second rôle au cinéma souvent, et Brian Dennehy qui joue le shérif, quoi. Il est gigantesque. Ouais, gigantesque. On adore le détester. Ouais, exactement, voilà, c'est ça, quoi. C'est génial quand on a un personnage comme ça et qu'on déteste, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans le film, mais c'est juste évoqué parce que c'est plus dans le bouquin, et j'ai retrouvé des bouts dans le film, mais en fait c'est un ancien soldat de la guerre de Corée, et le rôle qu'il avait. Et donc il voit un type qui a perdu le Vietnam, et du coup pour lui c'est qu'une merde, et voilà, quoi. Et il y a des décorations sur son bureau dans le film quand on regarde bien, mais ça passe super trop vite. En fait, c'était un héros de la guerre de Corée, le gars. D'accord. Et donc quand il voit Rambo arriver, genre à couille molle, t'as perdu la guerre, t'as plus qu'à être cassé, quoi. Et voilà, quoi. Il n'y a pas de... Ces deux anciens soldats, mais t'en as un qui méprise vraiment l'autre, quoi. Et ça c'est plus expliqué dans le livre, c'est vraiment plus expliqué, et en voyant le film après, en effet, mais il n'y a pas eu de gros plan sur des médailles ou autre chose, donc ça passe trop vite, et puis c'est surtout fait à un moment où on suit le personnage de Rambo dans le commissariat, et on n'a plus rien à foutre du reste, quoi. Voilà, quoi. La spirale temporelle nous emmène en 1983, une année fatidique pour les sorties de très bons films au cinéma. Et oui, sur Ciné-Claque, on apprend plein de choses. 1983, professeur. L'année de Scarface, l'année de Outsiders, l'année de Un fauteuil pour deux, l'année de Christine, l'année de Ian Tell, l'année de ton film fétiche, Flashdance, l'année de ton James Bond préféré, Never Say Never Again. Mais tu sais tout, tu sais tout de moi, c'est pas possible. Bah écoute, j'ai lu ta fiche Wikipédia, professeur. D'accord. Superman 3, non, j'en parle pas, c'est nul. Twilight Zone, Jerry Goldsmith, excellent. L'étoffe des héros, ah ouais, Bill Conti. Oscar. Pauline à la plage. L'étoffe des héros. À la plage. Je sais pas si t'as vu ce chef-d'œuvre, mais. Non, c'est une blague. L'année des Prédateurs de Tony Scott. L'année de Tueur au Pantin de Tonnerre de Feu. L'année de la vie de Brian. Donc l'année où Vidéodrome est sorti en France à ce moment-là. Papy fait de la résistance. La Panthère Rose, 70 000, je sais plus. Sudden Impact, Clint Eastwood. Go Ahead, Make My Day. Les Aventuriers du bout du monde, musique de John Barry. Les Dents de la mer numéro 3, musique, je sais pas. Alan Parker.
Qui n'a rien à voir avec le Ouais, réalisateur. non, de toute façon, le film était pourri. Je l'ai vu en 3D au Moi cinéma. aussi, je l'ai vu en 3D au cinéma. Oh putain, c'était laid, c'était horrible, c'était nul. Ouais. Psychose 2, musique de Jerry Goldsmith. Une suite un peu tardive de Psychose, mais qui ne démérite pas. La Forteresse Noire, de Michael Mann, qui est, à mon avis, un film sous-estimé, qui est super bien et qui aurait pu être mieux. Et le Graal, ça serait d'avoir le film entier. Risky Ouais, mais Business. c'est pas possible parce qu'en fait, le créateur des effets spéciaux était mort et ils ont essayé de Ouais, bidouiller. enfin bon, ouais, mais ça se remplace tout ça. Ouais, enfin, D'accord. voilà, il suffit de sortir les billets. Et ils l'ont fait pour plein de films. Hein. Donc, si tu veux, ils ont refait les effets spéciaux Star Trek une deuxième fois. Oui, je Star sais. Trek The Motion Picture. Ils l'ont déjà fait il y a 20 ans. Ils le refont maintenant encore. Mhm. Risky Business avec Tom Cruise. Un de ses premiers films tout seul en vedette. Franchement, c'est bien. Ouais. Rusty James, Ouais. qui est un très bon film. Krull, qui est un gros nanar, mais une bonne musique de James Horner, qui est assez puissante. Et il y a un petit truc américain, attends, ça s'appelle Retour du Jedi. Et il y a War Games aussi, qui est un petit film sympa, d'action, d'aventure, qui plaît vachement aux gamins, parce que c'est cool. Et en plus, moi, ça m'avait permis à l'époque de comprendre comment fonctionnaient les ordinateurs, parce que je connaissais pas grand-chose. Ouais, moi, pareil. Hein. Moi, c'est dans Tron que j'ai appris ce que c'était qu'un programme, toi. Donc, Oui, bah, c'est notre génération. Donc, ça a puis, commencé, quoi. voilà, mais comment finir de parler cette année sans parler du Marginal avec Belmondo. Mais Et puis, oui, c'est l'année de Stayin' Alive aussi. Enfin bon, en tout cas, voilà, quoi. Voilà, ça, c'était 1983. Alors, je suis allé un peu vite sur tous les trucs, là, parce que... Il y en a un speedé, paquet. quand même. Oui, il y en a un paquet. C'est sans déconner, c'est Outsiders, c'est sorti. Ouais. Non mais c'est Brainstorm, qui est quand même un putain de super film que personne n'a vu, alors que c'est un pur film, quoi. Du cinéma dans l'idée du cinéma, c'est-à-dire le côté forain du cinéma, où tu as droit à un spectacle que tu peux pas voir ailleurs, quoi. C'est ça le vrai cinéma, c'est quand tu as des émotions que tu peux pas avoir par un autre médium, quoi. Oh, je suis fort, attends, je m'impressionne moi-même. Enfin bon. Donc, professeur, si je te dis 1983, l'année de l'austérité, la fin du socialisme, c'est la fin de tout, c'est là où le pays a basculé. Enfin, voilà. Mais il y avait quand même plein de films à voir au cinéma. La Foire des Ténèbres. Juste une chose à souligner, c'est une période où Disney avait du courage. C'est-à-dire Disney sortait des films, genre Le Trou Noir, genre La Foire des Ténèbres, genre Tron, où ils avaient du cran de sortir des trucs pas pour les tout petits, et des films qui étaient quand même des films dangereux. Oui. Économiquement, d'ailleurs, ils ont perdu beaucoup d'argent avec, mais... C'est pour ça qu'après, ils ont créé Touchstone, non pour, Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'ils se sont retrouvés... Dragon Slayer, c'est le même truc aussi. Ils se sont retrouvés avec des... Dragon Slayer, les gens qui ont emmené leur môme voir ça, c'est ahurissant, quoi. Il y a des plans gorissimes dedans, quoi. Et ils sont... Enfin, j'imagine, t'emmènes ton gamin de 6 ans, on va voir Peter Elliott le Dragon 2. Et puis, en fait, t'as des gens qui se font cramer vivants, t'as des gens qui se font dévorer vivants, et puis c'est super dégueulasse, quoi. Mais c'était des films... moi, je regrette cette période de Disney, parce qu'ils avaient vraiment envie de faire du cinéma, quand même, quoi. On en reparlera de ce qui se passe maintenant, mais oui, je souhaite qu'ils disparaissent, quoi, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. C'est intolérable. Donc 1983, professeur. Oui. Tout. Eh bien, dans tout ce que tu as dit, moi j'ai retenu un film et une musique. Et donc c'est Brainstorm, et comme tu en as parlé, donc je n'ai plus rien à dire. Voilà, j'ai fait court. Je suis choqué. Non. Si, non, c'est Brainstorm de musique de James Horner, un film de Douglas Trumbull. Douglas Trumbull qui est un grand spécialiste des effets spéciaux, qui pour le coup comme tu disais, c'est un film méconnu, moi j'ai vu au cinéma. Et c'est un film qui est intéressant parce qu'il fonctionne sur deux échelles de valeur. Parce qu'en fait, Brainstorm, c'est un appareil qui arrive à enregistrer émotionnellement et
graphiquement ce que l'on voit, quoi, et ce que l'on ressent. Donc c'est un casque, autant que je me souvienne. Et donc, le film, quand il se passe normalement, enfin le film se passe, c'est un format assez carré, quoi. C'est, je sais plus, c'est du. C'est du 1,33. Ouais, voilà, c'est du 1,33. Et dès que les personnages prennent le casque, se le mettent dessus et passent une bande qui a été enregistrée ou quoi, parce qu'après le principe c'est ça, c'est des enregistrements et après on peut revivre la bande et on peut voir et ressentir ce que l'autre a enregistré. Et là le film part en cinémascope, quoi. Et au cinéma c'était en IMAX. En IMAX, oui, mais moi il y avait pas d'IMAX. C'est l'équivalent de l'IMAX, c'est du 65 mm et tourné en accéléré et tout. Et voilà, c'est l'équivalent de l'IMAX en fait. Voilà, c'était impressionnant, quoi, parce qu'on avait vraiment, pour le coup, on avait vraiment l'impression de, comme les personnages, de vivre une expérience, quoi. Mais au-delà de ça, bon, et accessoirement, c'était aussi le dernier film de Natalie Wood, puisqu'elle est morte tragiquement dans des circonstances assez mystérieuses, quoi. Avant la fin du tournage. Oui, avant la fin du tournage, oui. Même d'ailleurs, Christopher Walken avait été embêté parce qu'il était avec Robert Vaughn et Natalie Wood sur le bateau quand elle est morte. Robert Wagner, oui. N'accuse pas un innocent. Pardon. Bref, non, sinon, et donc c'est important parce que la musique est de James Horner. On l'a pas encore cité, hein, pourtant on est en 1983, il a quand même fait, on l'a cité un peu, mais on l'a pas choisi jusqu'à présent. Et puis pourtant, le petit bonhomme, il a fait son petit bout de chemin depuis. Hein. Donc il vient de James Horner, c'est quelqu'un qui a étudié la musique. Hein. Il a une culture musicale impressionnante. Il est passé par l'écurie Roger Corman et très vite il s'est imposé. Il a succédé à Jerry Goldsmith donc dès Star Trek 2. Et tu as dit cette même année il a fait Krull, quoi. Mais pour l'instant jusqu'à tu dis Krull, toi? Krull, non, tu dis comment, toi? Krull. Krull. Krull, ça fait bizarre, quoi. Bon, je sais pas, j'ai toujours dit Krull, mais bon. Krull. Donc il a fait Krull. Ok, excuse-moi, c'était une aparté. Mais jusqu'à présent, je trouvais qu'il n'avait pas encore d'identité. Il savait composer, il savait orchestrer, mais il se démarquait pas, quoi, pour l'instant. Il a essayé, hein, parce qu'à la même période, il a fait des expérimentations avec Wolfen et Gorky Park et tout, mais c'était pas encore ça. Et avec Brainstorm, là, ça a été la claque. Là, il a trouvé quelque chose. Brainstorm, déjà, annonce ce qui allait être un de ses chefs-d'œuvre quelques années après, qui allait être Aliens. Brainstorm a influencé beaucoup de choses, parce que si on écoute le morceau d'ouverture avec les chœurs éthérés et tout, et si on écoute après le morceau d'ouverture d'Abyss de Alan Silvestri, on s'aperçoit que c'est quasiment identique. Ça sent le temps de track, ça, je te le dis. Ouais. Bah ouais. Et oui, certainement, parce que de toute façon, Abyss c'est James Cameron c'est Aliens, mais Aliens comme Jerry Goldsmith avec Blade Runner, comme Jerry Goldsmith avec Alien et Ridley Scott, ils sont brouillés. James Horner on a chié sur Aliens, quoi. Il s'est brouillé avec Cameron, et je pense que s'il n'y avait pas eu cette brouille, c'est James Horner qui aurait composé Abyss. Oui, tout à fait. J'en doute pas une seconde. Donc voilà. Mais bon, et ce qui est très important aussi, au-delà du fait que, bon, Brainstorm, pour le coup, c'est une musique qui tout d'un coup était unique, je la trouve unique par rapport à tout ce qui se faisait, par rapport à ce qu'avait fait James Horner et par rapport à ce que faisaient les autres compositeurs. Je trouvais que Brainstorm était unique et que James Horner trouvait enfin son identité. Et surtout, parce qu'on parle de musique de film, et là, pour le coup, James Horner avait compris ce que c'était qu'une musique de film. Et j'en reviens toujours, à chaque fois qu'on me demande de parler de Brainstorm, j'en reviens à un morceau, je suis désolé si je vais spoiler, mais à un moment donné, et c'est le moment central du film, quoi. On a un personnage qui est joué par Louise Fletcher, qui a une crise cardiaque. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ce moment-là où elle sait qu'elle va mourir? Elle saisit le casque pour enregistrer ses derniers instants de vie, quoi. Et donc après,
tout le film sera de récupérer cette bande et tout. Mais ce morceau, donc une crise cardiaque, bon, on l'a pas vécu, sinon on serait pas là, donc on se doute un peu de ce que ça doit être, et on la ressent par la musique de James Horner. Je vous conseille, ceux qui nous écoutent, d'écouter le morceau qui s'intitule Lillian's Heart Attack, parce que la femme s'appelle Lillian, donc la crise cardiaque de Lillian, quoi. Et les percussions qui tapent comme le cœur qui cogne sur la poitrine, c'est la musique se met en avant et fait le bruitage, prend possession du film à ce moment-là, quoi. Ouais, tout à fait. La musique souligne en plus le jeu de la comédienne qui est vraiment terrible en ce moment. Ouais. Et parce qu'en plus c'est une surprise dans le film, on s'y attend pas trop. Voilà, exactement. Et quand ça arrive, en fait, on est vraiment malmené par la musique, on ressent la douleur là. Et la musique, en fait, te terrasse. Parce qu'il y a des percussions, il y a des coups comme du marteau sur du métal. Et ce moment se travaille sur ces percussions et tout, et c'est là c'est ça qui va annoncer aussi Aliens, qui est une œuvre vraiment énorme, quoi, au niveau du travail. Je préfère Brainstorm en vrai, je te le dis. Au niveau finesse d'écriture, Brainstorm, on a quand même des morceaux où tu as des vues, on va dire, pas du paradis, mais on va dire de l'après-vie, voilà. Oui. Et après, on pense ce qu'on veut, ça, mais on y croit, quoi. Tu as des visions complètement aberrantes et incroyables, et en même temps, tu as des petits morceaux au piano qui sont vraiment d'une beauté. C'est magique, quoi. Quand il est dans ses souvenirs, les souvenirs de son mariage, bah, même si on n'aime pas le fantastique, je vois pas comment on peut pas être touché par ça, quoi. Et c'est cette musique, elle t'emmène, et moi je trouve que c'est un disque majeur dans sa carrière. À James Horner, je pense pour moi, il a pas fait mieux après, en vrai. Il a fait d'autres trucs, mais là, c'était une sorte d'aboutissement de quelque chose, quoi. Il est vraiment allé très 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 loin, et après, si il a fait bizarrement, je trouve qu'il a mangé dessus pendant longtemps, quoi. Oui, bien sûr, il y a des cycles, hein. Il a fait mieux après quand il a changé de cycle. Après, je trouve il y a eu un second. Pour moi, c'est son premier chef-d'œuvre. Il y en a eu un second qui est là aussi pour un film méconnu, hein. Sneakers, les experts. Et pour le coup, là, c'était pour moi. Faut que je le réécoute. Je suis désolé. Je me souviens plus. Je lis en plus la BO. J'ai carrément zappé ça. Bon, bah, très bien, Brainstorm, super. J'ai adoré le film, je suis allé le voir au cinéma. Moi aussi. Quand il est sorti, je suis allé le voir dans une petite salle, malheureusement, ça m'a vraiment fait chier. Moi, j'ai embrayé pour 83. J'avais hésité entre Christine, mais trop facile, Dead Zone, super musique, mais trop facile, Tonnerre de Feu, que j'adore, parce que Tonnerre de Feu, voilà, c'est une putain de musique de film d'action, et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai écouté un film au cinéma avec un Dolby Sypiste de dingue. Ça à Saint-Nazaire en vacances, enfin, je m'attendais pas à ça, quoi. Et j'ai choisi un truc, ça va être rapide, The Hunger, les Prédateurs de Tony Scott, parce que sinon il y avait non, c'est pas grave, c'est pour après. Donc les Prédateurs de Tony Scott, qui est pas le meilleur film du monde, il n'y a pas de problème, mais qui était un des premiers films clips que j'ai vu dans ma vie, sur les conseils de Starfix à l'époque. Je suis allé le voir. Et l'intro du film, avec la chanson de Bauhaus, Bela Lugosi's Dead, on est sur un truc, je trouve que le film entier était là-dedans, enfin tout ça suffisait, quoi. Et Tony Scott, c'est un type qui a été méprisé longtemps, à cause de Top Gun, à cause de toutes ces conneries de courses de voitures et tout. Et à côté de ça, je trouve que c'est un super réalisateur, parce qu'il a expérimenté tellement de choses. Il a fait du cinéma expérimental qui a été repris mal par plein de gens, y compris Michael Bay. Parce que Michael Bay a pompé énormément à Tony Scott. Et Tony Scott, quand il est mort, ça m'a vraiment fait chier, quoi, parce que ouais, il avait du talent, quoi. Surtout qu'on n'a jamais compris pourquoi. Enfin, Si, il avait un cancer, il s'est suicidé. Oui, non, je sais qu'il s'est suicidé, oui, ça aussi. Mais je savais pas qu'il avait un cancer, quoi. Si, il était foutu et tout, mais toi, Ridley Scott, depuis, il est devenu totalement misanthrope. Il a perdu 2 frères, quand même, lui. Donc, oui. Et puis, il fait des films où il déteste l'humanité, Ridley Scott, quoi. Donc, Les Prédateurs, avec David Bowie, qui est un
tes chanteurs préférés, avec Catherine Deneuve, qui est une de mes Catherine Deneuve préférées, avec Susan Sarandon, qui est toujours... putain, mais je sais pas comment elle fait, même en vieillissant, elle reste sexe. Ouais. Il y a un truc sur cette femme, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai vu un film avec elle il y a pas longtemps, là. Bah, Mais ouais, non, mais elle a passé un pacte avec je sais pas qui, quoi. C'est avec... elle a un truc incroyable. Quoi. Enfin, je sais De toute pas. façon, c'était Et- une sorcière this week, donc... J'ai détesté ce film. Hein. Ah, j'ai adoré. Je me suis fait chier, quoi. Moi, j'aime bien Rocker Picture Show, et puis d'autres trucs qu'elle a fait. Mais ouais, enfin, bref, c'est un peu une déesse, quoi. Et ce film-là, The Hunger, c'est un film clip, c'est-à-dire que ça prenait tous les... Ou plutôt, c'est peut-être un film qui a inspiré les clips. C'est-à-dire que ça fait partie de ces films... j'appelle ça, moi, des films à hélice, quoi. C'est-à-dire que t'as toujours un truc qui tourne dans le fond, avec... qui est devant une lampe, avec de la fumée, et en fait... Ils rendent la lumière solide dans le film. C'est-à-dire la lumière fait partie du décor. Donc il y a eu tous ces films-là des années 80, où dès qu'ils ouvraient, ils rentraient dans une pièce, il y avait toujours plein de poussière ou plein de fumée, avec des raies de lumière partout, parce que la lumière, fallait qu'on la voie, quoi. Et donc c'est un parti pris, ça a été exploité, surexploité et gâché beaucoup de fois. Mais là, dans ce film, c'est vraiment terrible. Je trouve qu'il est beau, et le début de ce film... toute cette musique qu'on entend, qui est un des plus beaux clips des années 80, en fait, bah on est dedans, quoi. On est dans cette boîte de nuit, et on entend Bela Lugosi's Dead, c'est un morceau fabuleux, quoi. Et moi, il m'a inspiré pour faire de la musique, parce qu'avec 3 notes, et c'est facile de commencer en faisant ça. Et voilà, quoi. Donc voilà, bizarrement, malgré tous ces films géniaux qui sont sortis dans cette année-là, je retiens ça parce que c'est aussi une date qui va annoncer tout ce qui va suivre derrière, dans les films un peu montés comme des clips. Sauf que là on n'est pas encore dans l'excès ou le foutage de gueule. On est vraiment dans une recherche esthétique qui existait brièvement par moment dans Risky Business, où il y avait plein de passages qui étaient faits comme ça. Et je pense que les clips se sont inspirés de ça. Risky Business, c'est un film qui était très beau au niveau image, qui collait avec la musique, et là c'était pareil, il y avait cette volonté d'immersion dans le film. Alors c'est peut-être facile par la musique, mais je trouve que c'est... De toute façon, il faut... Je sais plus à quelle année est apparu MTV, mais il y a une corrélation. C'est après MTV. Ouais, parce qu'à un moment donné, de toute façon, il fallait vendre les films à travers MTV, donc en faisant des clips vidéo, et la meilleure façon de faire, c'était d'avoir... d'avoir le film qui est un clip vidéo en lui-même, quoi, donc... Ouais, enfin, Les Prédateurs, c'est pas un clip. Non, je suis d'accord avec toi. C'est l'esthétique. Voilà, ouais. Je trouve que, justement, pour replacer ça dans l'époque, c'était du jamais vu, quoi. Il y avait une sorte d'énergie dans le montage, il y avait des cuts, vraiment très cuts, et t'avais cette musique qui te prenait, qui t'emmenait, et puis voilà, quoi. T'étais dedans, tu pouvais plus sortir, et je trouve que c'était vraiment très très bon pour ça. Donc ça, c'est mon 1983. La spirale temporelle qui n'a peur de rien, ni des prophéties de George Orwell, nous propulse maintenant en 1984. Une année exceptionnelle. Un creux comme on n'en fait plus. 1984. On va aller à 1984. Ouais. Ça va, t'es toujours OP? Oui. J'ai détesté ce film, 1984. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça naze. Et puis en plus, ça se finit jamais bien. Alors, 1984, Purple Rain de Prince. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Splash avec Daryl Hannah et puis Tom Hanks. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Footloose. Je crois que je l'ai jamais vu. Oh. Non, mais je suis désolé. J'ai le droit de pas voir des films. Starman. Musique de Jack Nitzsche. Ouais, qui a bossé beaucoup avec Neil Young et tout. Et moi, j'adore ce genre de questionnaire à la con que je te fais là, toi. Top Secret, moi, qui m'a fait pisser de rire. Lucaro Banzai. Lucaro Banzai, on est dans la cultance. Karate Kid, avec Ralph Macchio qui fait le con, à faire, je sais pas, il chope le moustique avec la chance du débutant. Monsieur Miyagi. Ouais, c'est ça. ouais, qui tenait le resto dans Happy Days. Oui. Paris, Texas, Ray Cooder avec sa musique qui est ultra planante. On voit le désert quand on l'entend. Greystoke avec sa musique de John Scott. John Scott, oui. À chaque fois, j'oublie. Le gars qui avait fait Limite se retrouver à l'enfer, qui était une putain de musique aussi. Supergirl, qui était une grosse merde, un gros nanar, mais
pourri, avec une musique de Goldsmith, Terminator, avec une musique pas finie, le flic de Beverly Hills, avec une musique que tout le monde connaît, le deuxième Indiana Jones, que j'adore, et les gens qui disent mais c'est trop sombre et tout, mais qu'ils aillent tous crever, qu'ils aillent mater un Disney, quoi, parce que sérieux, Donc, c'est sombre. donc Quand on regardait des Tarzans quand on était petit, les gens ils tombaient dans des ravins en poussant des... Ils se faisaient bouffer par des crocodiles. C'était génial. Et là on retrouvait tout ça, quoi. donc Cette sauvagerie. en fait, tu dis à Spielberg qu'il aille crever parce que lui aussi a renié le film, quoi. Ouais, parce que Spielberg... Non mais c'est n'importe quoi. Il est génial ce film. Il est Oui, génial. oui, non, je suis d'accord avec toi. Il y a un souffle d'aventure, de danger, de mort. Ah oui, oui. C'est super bien. Et puis il y a beaucoup de choses, quoi. Ça commence comme une comédie musicale, quoi. Donc puisqu'il y avait cette envie de... Non mais c'est un vrai film de cinéma, quoi. Voilà. C'est un truc qui t'emmène. T'as ce côté romance des années 40, 50 entre le jeu entre Harrison Ford et Kate Capshaw, quoi. Puis le doublage français. Il y a des scientifiques. Et bon, il y a Les Rues de Feu aussi à la même époque, qui est quasi une comédie musicale sans en être une. Il y a Runaway, musique tout au synthé de Jerry Goldsmith, incroyable, avec un héros qui va arrêter des robots qui déconnent. Et il y a Dune. Runaway. Toto, mais je pense qu'il n'y a pas que Toto, je vais pas regarder trop la pochette. Non, si, il y avait aussi... il y a Brian Eno dedans. Non, mais voilà, je veux dire, Toto, c'est pas eux qui ont composé, à mon avis, le score symphonique, toi. Je pense pas. Parce que j'ai écouté une démo à la guitare électrique du générique, je pense que derrière, il y a quand même une grosse équipe, c'est un peu comme dans le dernier Troll, si tu veux. Il y a une équipe derrière les Daft Punk, quoi. Si tu les laisses pas tout seuls avec leur petit synthé, bon tant pis, faire le con sur une super production, tu vois. L'Aube Rouge de Basile Poledouris, c'est le film où Diane te brûlera, non, elle me tient chaud, voilà. Il y a le premier Porté disparu avec Chuck Norris. Il y a les 8 diagrammes, mais ça tu connais pas, c'est des films de Hong Kong, mais ça c'est l'enfer, hein, les 8 diagrammes. Et vas-y que j'étale ma culture. Il y a 2010. Non mais un jour je te initierai au film de Lat de Hong Kong. C'est incroyable, quoi. L'Histoire sans fin, je suis sûr que t'as kiffé l'Histoire sans fin. Ah, mais bien sûr, j'ai lu le roman et tout. D'accord. Mais tu as le droit. Il y a Ghostbusters, surestimé mais toujours drôle. Star Trek 3 de James Horner, à la recherche de Spock. C'est pas son meilleur à James Horner, surtout qu'il a fait une reprise de E.T. en plein milieu. Au ralenti, il a repris la fin de E.T. Il s'est dit tiens, je vais tout ralentir x2, personne ne le verra, mais on l'a vu. Donc, t'avais jamais remarqué ça? Non, parce que c'est pas une BO que j'ai écouté beaucoup, en fait. Bah, moi, je l'aime bien, parce qu'il y a un thème dedans des Klingons qu'il a refait après Goldsmith, qui rappelle un peu le thème de Goldsmith, mais sans faire de Goldsmith. Il y a la musique de Contre toute attente, qui était vachement connue à l'époque. C'était surtout les chansons. Oui, voilà, la chanson qui était connue. Enfin, le disque qui s'est vraiment bien vendu, quoi. Il y a Birdie, de Peter Gabriel. Il y avait... c'est l'année de Rue Barbare, mais on va peut-être pas en parler. Et puis, j'ai rencontré le Père Noël aussi, comme film. Je suis désolé, ça existe. Il y a Gremlins. Oui, je me disais, est-ce qu'il va le citer Est-ce qu'il va le citer ou pas? Ouais, si, il y a Gremlins, mais il y a ton film préféré, L'aventure des Ewoks. C'est sûr que tu l'as vu. Non, je l'ai jamais vu. J'ai quand même vu le Star Wars Special Holiday, donc. Ouais, mais j'ai jamais vu d'une traite. C'est pas possible parce que mes yeux ils fondent. Mais je crois pas avoir vu les Ewoks. Hein. Non, mais c'est horrible. J'ai commencé à en regarder une fois pour le voir, mais je me suis dit je saurais jamais. Il y a aussi Il était une fois en Amérique. C'est du Morricone derrière, je crois. Mais la musique était bien, mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce que tu nous proposes, professeur? T'as cité tout ce que... Il y avait beaucoup de choses... J'ai pas cité celui que je vais faire. Non. Bon. T'as listé des... T'as cité des choses que j'ai listées. Il y en a un que t'as pas cité, que j'ai listé, moi. Police Academy? Non, le Bounty par Vangelis, parce que j'aime beaucoup ce qu'il a fait dessus. Et je l'ai pas cité, parce que je l'ai pas vu sur les affiches que j'ai devant moi. D'accord. J'ai aucun souvenir de la musique. À part le thème d'ouverture, le thème final, moi non plus, j'ai pas trop de souvenirs, quoi, mais bon, j'avais bien aimé ce film. Bon, j'étais un grand fan du film avec Marlon Brando, quoi, et je trouvais que l'interprétation de Mel Gibson et de Hopkins était très bonne, là aussi.
J'ai un bon souvenir de ça. Mais là, pour le coup, pour cette année, moi, celui que j'ai retenu, c'est mon copain Pino, Pino Donaggio, pour Body Double de Brian De Palma. Non, alors pourquoi celui-là? Parce que bon, là aussi, comme tout à l'heure avec James Horner et Brainstorm, Pino Donaggio, il a quand même une sacrée carrière déjà derrière lui, quoi. Il y a eu Hurlement de Joe Dante, Piranha, il y a eu avec De Palma, il y a quand même eu Carrie, il y a eu Pulsion, Home Movie, j'ai jamais vu ce film d'ailleurs. Donc pourquoi Body Double? Tout simplement parce que là aussi, c'est comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, en fait, entre John Williams et Steven Spielberg. Body Double, c'est le moment parfait entre De Palma et Donaggio. C'est un film... Ça aurait pu être le film de trop. Je sais pas comment De Palma arrive toujours à s'en sortir, alors que à un moment donné, on a l'impression qu'il va tomber dans le pastiche, il va faire quelque chose qui va tout casser, mais non, ça tient. Et pour moi, ce film, il est génialissime. Je l'ai vu au cinéma, je faisais des bons, quoi. Le passage où le personnage principal va se faire tuer, quoi. Et ouais, je suis désolé, mais bon, les gens qui écoutent ça, ils sont censés... T'as aucun scrupule. Non, je n'ai aucun scrupule. Oh là 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 là. Non, je faisais des bons, quoi, sur le siège, parce qu'on a le personnage principal qui essaie d'empêcher le meurtre, quoi, qui est en train de courir pour arriver à temps, quoi. Et moi, je faisais des bons, mais tout marche. C'est un film dans l'air du temps, dans les années 80, à un moment donné, et c'est là aussi où pour moi, c'est une grande idée, quoi, où Brian De Palma a vraiment un regard pertinent sur ce qui est en train de se passer avec MTV et tout, parce qu'au sein du film, il met en scène Frankie Goes to Hollywood qui est en train de tourner le clip Relax. Ah, ça, j'ai vu le film. Ouais, non, mais... Je l'ai vu. Je sais pas de te convaincre, hein, je parle, quoi. Mais... Et donc, oui, pour moi, c'est le film où les deux mettent tout ce qu'ils ont et se disent où ça passe, où ça casse. Et ça passe. Et pourtant, c'est... et en termes de musique de film, c'est grandiloquent. Hein, on a... parce que ça se passe dans le monde du cinéma de série Z et dans le monde du cinéma porno et tout. Donc on a des musiques vraiment liées à tout ça qui font cheap, quoi, qui font bon marché, quoi. On a un thème... un peu électronique, un peu sorti d'un film porno pour la scène de danse de Mélanie Griffith. Et à côté de ça, on a un grand thème romantique, mais dans l'excès là aussi avec les violons et tout. Mais pourtant, moi je marche, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pour ça que c'est un film important. C'est comme donc je disais comme les aventuriers. Moi, ce que je retiens, c'est ça, quoi. C'est à un certain moment, t'as des rencontres comme ça qui se font et qui se créent, et au fur et à mesure du temps, arrive le film où tout s'emboîte et s'imbrique parfaitement, quoi. Et dans la relation Pino Donaggio, Brian De Palma, c'est ce film. Ok. Moi, j'ai pas aimé. Mais bon, je vois un gros Z de ce film-là, mais je comprends ce que tu veux dire. Je peux pas me moquer, en fait. J'ai cherché tous les moyens, mais j'arrive pas. non, mais je suis... Voilà, quoi. Non, mais le film m'a laissé de marbre, en fait. Pour moi, c'était un film d'horreur, un peu foireux, mais bon. Mais il y a des trucs que j'ai bien aimé, justement. Le tournage de Relax, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'était bien gonflé. J'ai bien aimé le fait... Enfin, moi, j'y ai trop vu un... Moi, j'en ai marre des hommages à Hitchcock, alors qu'en fait, il copiait Hitchcock. C'est pas des hommages, tu vois. Ça m'a vraiment dérangé, le côté fenêtre sur cour. Le meurtre avec la grosse perceuse. Enfin, de toute façon, c'est pas... Là, on est dans un mix entre fenêtre sur cour et sur froide, hein, de toute façon, donc... Ouais, enfin, De Palma, il avait déjà fait d'autres films comme ça avant. Et, si tu veux, moi, le côté film d'horreur, j'en voyais plein de films d'horreur à l'époque, donc... Mais c'est pas un film d'horreur, hein. Une séquence horrible, quand la fille, elle se fait percer par la perceuse, excuse-moi. Ouais, mais
Toi, ça te fait rien, toi. Tranquille. La fille, tu vois le truc qui te trouve le plancher, y a pas de problème, quoi. Non, c'est... Non, mais j'irai jamais dans ta cave ou ton garage, hein. Je vais pas savoir ce qui sèche dedans, quoi. Ah ouais, tes voisins sont jamais rentrés chez eux, finalement, quoi. Donc, ouais. Je n'ai pas de voisins. T'as plus de voisins. Bon, moi, sinon, là, je t'écoutais et je suis tombé sur un truc en même temps, j'ai cliqué et je suis tombé sur une BO que j'ai oubliée de 1982, en fait, qui est sortie en 83. Et si j'avais su, Local Hero de Mark Knopfler. J'ai jamais vu ce film. Alors, c'est un super film. C'est vraiment un super film. Il faut que tu vois ce film. C'est un film qui est beau, qui donne la banane. Il avait eu un prix à un festival d'humour, mais c'est pas un film drôle. C'est juste un film qui te rend heureux. Et dedans, la musique de Mark Knopfler, tu sais, qui est le chanteur de Dire Straits. Dire Straits, voilà. Franchement, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a fait une musique extraordinaire. Si tu connais pas, faut que tu te rattrapes. Il faut que tu vois Local Hero. C'est vraiment, je te jure, c'est bien. C'est vraiment bon. C'est vraiment un film. Une fois que tu as arrêté le film, c'est comme si tu partais en vacances, en fait, ce film. Voilà. Donc, on va revenir à nos moutons de 1984. Moi, il y a un truc que j'ai adoré, et je l'ai vu par hasard, parce que j'avais pas l'intention de le voir au départ. J'ai vu Amadeus au cinéma. Je l'ai vu en Alsace, au cinéma de Münster, parce qu'il pleuvait ce jour-là. Je suis allé voir Amadeus, et je m'attendais à un film relou sur Mozart. Enfin, tu vois, le truc, déjà, d'office, tu te dis, je vais me faire chier, quoi. Et puis, en vérité, je suis tombé sur un chef-d'œuvre total, et j'ai compris un truc, c'est que c'est pas un film avec de la musique de Mozart. C'est un film... comment ? Le film a tellement intégré la musique, on sait plus en fait si le film illustre la musique ou si la musique illustre le film, en fait. T'as des séquences dedans, y compris le requiem, tu montes en tristesse, en tension, en tout ce qu'on veut. Et... Enfin, moi, c'est un film que je trouve déjà assez parfait dans sa façon, y compris la version longue, que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma, en plus en projeté pellicule à la Cinémathèque, c'était extraordinaire. Mais je trouve que il y a un choix énorme, et il y a pléthore, comme on dit, en 84, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et Amadeus, c'est pas une comédie musicale, mais c'est plus que ça. C'est plus qu'un film, c'est plus qu'une biographie, parce que c'est une biographie rêvée, elle est jamais, enfin, c'est pas la vraie vie de Mozart. Et la musique dessus, je sais qu'ils ont vendu un maximum de disques de Mozart après, et c'est très bien, quoi. Ça a eu un effet de découverte de musique classique qui était vraiment dingue, et l'orchestration en plus était fait par un gars qui s'appelle Neville Mariner, et il a réenregistré pour le film, quoi. Et il y a une perfection totale. Voilà. En même temps, c'est Mozart, hein. Il est un peu même John Williams, s'il vaut pas Mozart, en vrai. Et avant, on avait des films où la musique classique venait illustrer, prêter main forte à la mise en scène. Alors justement, dans 2001, tout ça, on illustre une séquence en mettant du classique, des valses de Vienne, tout ça. Là, la musique fait totalement... ça fait partie de l'histoire. Voilà, quoi. On est dedans, et il y a tout ce passage où Mozart compose avec Salieri son requiem. On a droit à une séquence de pure création artistique, quoi. Et même si c'est tiré d'une pièce de théâtre, c'est pas grave. On est pris dedans. Il y a une émotion qui est complètement démente, qu'on n'a qu'au cinéma, en vrai. C'est du vrai cinéma. C'est-à-dire que dans un livre, on n'a pas ça. Là, il y a un truc magique qui se crée, quoi. Et je peux te le dire parce que je l'ai vu plusieurs fois en salle, et à chaque fois, c'est vraiment le moment où tu entends les mouches péter, quoi. C'est juste fabuleux. Donc voilà, pour moi, c'est Amadeus. Parce que c'est un film grandiose, quoi. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, là, moi, j'ai l'air un peu con avec mon body double, quoi. Non, pas du tout, parce que c'est un autre cinéma. Non, je plaisante. Attends, je suis fan de nanar, si tu savais, t'aurais honte de me parler, même des fois. Donc voilà, on a des choses à ajouter sur 1984 ? Non, mais on va accélérer, parce que de toute façon... On accélère. Ah, c'était bien 1984, mais 1985, c'est encore mieux. Plein de musique, plein de bons films.
Et puis surtout, il faisait beau. Eh oui, c'était bien. Que faisiez-vous, vous, en 1985? Peut-être étiez-vous encore dans les couilles de papa. Mais ça peut arriver, ce n'est pas de votre faute. Il est toujours temps de se rattraper grâce à la Cinéclaque. 1985, Witness avec son synthétiseur famélique Commando avec James Horner qui devient fou, il devient fou. La couleur pourpre avec pas John Williams. Recherche Suzanne désespérément avec Madonna. Les Goonies. Les Goonies, pour les fans des Goonies et des gros mots. Out of Africa, pour les fans de John Barry. Oscar. Non, j'ai dit Oscar pour le coup. Ah ouais, Oscar, mais sans doute mérité. Mais j'aurais peut-être pu donner l'Oscar à La Bataille d'Andor, le deuxième film des Ewoks. Ouais, ok, bon. Ma vanne a pris on fera comme les sitcoms, on mettra des rires en fond. Ouais, tout à fait. View to a Kill, Dangereusement Vôtre, que j'ai vu en bande-annonce lors du teaser à l'époque, qui s'appelait De la mire à la mort au cinéma. Ah. Et après, ils ont changé. C'était le teaser qui s'appelait De la mire à la mort. Et ce film, il est vraiment pourri, mais la musique est géniale. Je vais parler des Goonies, donc Legend de Jerry Goldsmith, un chef-d'œuvre total. Runaway Train, je sais plus quelle musique, Trevor Jones. Ouais. L'intro de la musique est géniale, et puis après tout part en couille. Brasil, tourné à Noisy-le-Grand, Ricardo Bofill qui est mort là, il n'y a pas longtemps. J'attends qu'il démonte maintenant ses décors de Brasil parce que c'est assez moche. Enemy Mine, je sais plus qui a fait la musique, mais elle était pas mal. Maurice Jarre. Qui? Maurice Jarre, voilà. Le chaudron magique, Taram et le chaudron magique, qui était quand même bizarre à l'époque. Subway avec comment il s'appelle? Si je dis son nom, mon ordinateur il va fondre. Le mec qui a fait le GoldenEye là, comment c'est? Eric Serra. Oh mon dieu, je l'ai dit. Et là je mets un bruit de trucs qu'ils font. Rocky 4, qui disait Pee-wee. Ton film préféré, Lady Hawk? Non, là, je me moque, je suis désolé, c'est salaud, je devrais pas. Lady Hawk, donc, Rambo 2, avec un Jerry Goldsmith qui a pété une durite. La chair et le sang, avec Basil Polidoris, mais qui devient complètement dingue aussi, parce que c'est le moment, quoi. Explorer, de Jerry Goldsmith, qui a fait une BO, mais qui est complètement incroyable, parce qu'elle est belle. Il y a Le secret de la pyramide, Young Sherlock Holmes, qui a une super musique, qui a une super mise en scène, que personne n'a vu, alors que c'est un putain de très bon film. Je l'ai vu. Et ce qui est marrant d'ailleurs, je pense que je me suis toujours demandé si J.K. Rowling avait vu le film avant d'écrire Harry Potter. Parce qu'on a tout Harry Potter dedans. C'est des vêtements et puis les décors. Et puis ce qui est rigolo, c'est que le film est réalisé par Chris Columbus et qui c'est qu'on a demandé, qui c'est à qui on a appelé. Non mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je pense que tout ça c'est lié quoi. Il y avait un de mes films cultes de l'époque, L'amour braque, complètement ouf, de Zulawski, avec Sophie Marceau, Francis Huster. C'est un film, tout est détraqué dedans. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Return to Oz, on s'en fout. Natigan, voilà. Et puis il y avait Retour vers le futur aussi. Retour vers le futur, c'est une petite trilogie de films rigolos avec un savant fou qui est marrant, et puis... Voilà, il y a Baby, le secret de la légende oubliée. Je crois que c'est Jerry Goldsmith qui a fait la musique. Ouais. Parking aussi, un super film de Jacques Demy, Parking avec Francis Huster. T'as jamais vu Parking? Non, Jean Marais, Francis Huster. Je connais le nom, mais je n'ai pas vu, non. Un des plus gros nanars de la création, mon gars. Mais un des plus gros nanars. Ce film est non seulement idiot, mais il est laid. Et voilà. Et sinon, on a L'année du dragon aussi, qui était vachement bien. Ouais. Qui était un vrai bon film. Et je crois que c'est l'année de Breakfast Club aussi. Avec tout le monde. C'est surtout, c'est comme l'avènement de John Hughes. Je pense ce film-là, c'est le truc qui l'a propulsé. Et parmi tout ça, ou est-ce que, justement, pas parmi tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Ah, il y a Ran aussi de Kurosawa. Bon, t'as pas cité Cocoon de James Horner? Mince, j'ai pas cité Cocoon, il n'était pas dans la liste, je suis désolé. Cocoon, très très bonne musique. Ouais, très bonne musique, et dont l'un des morceaux a servi pour les bandes annonces pendant longtemps, quoi. Ouais, tout à fait. T'as pas cité, en tant que fan de Mad Max, je suis un peu étonné, mais t'as pas l'air d'aimer Maurice Jarre, Mad Max 3. Non, je veux pas en parler. Ah, j'adore, moi. Le 3?
Non, la musique du 3, le 3. Non, je veux pas en parler. Si D'accord. t'en parles, je coupe le podcast. D'accord. Je n'en parlerai. Je n'en parlerai pas. Non, mais Maurice Jarre, je sais pas pourquoi il a fait Mad Max 3. Enfin, faut pas déconner, quoi. Oh, c'est excellent. On aura une conversation un autre D'accord, moment. on aura une conversation en privé. En privé. Ouais. Il y a, t'as cité donc Le Secret de la Pyramide de Broughton, mais il avait fait aussi la même année Silverado aussi, qui est excellent, quoi. Excellente musique. Franchement, le western, putain, comme il faut. Très, très bon film de casse-dents avec un casting aux c'était petits un super oignons, film. quoi. C'était, Ouais, mais tu sais, il y a tellement de choses dans ces années-là qui sortent. Là, j'ai vraiment fait une sélection. C'était une grande année. Bon, et pour faire court, parce que bon, moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est Retour vers le futur, hein, d'Alan Silvestri. Alors, pourquoi Retour vers le futur ? Parce que je trouve qu'avec ce film, on assiste à la naissance d'un grand compositeur. Je sais que pour toi, c'est pas un grand compositeur. Pour moi, ça l'est. Si. Mais c'est un grand compositeur, mais pas sur la durée. Oui, pas sur la durée. Mais pour le coup, avec ce film, on assiste à sa naissance. Parce que bon, Silvestri a quelques films derrière lui, dont une première collaboration avec Robert Zemeckis sur À la poursuite du diamant vert. Mais rien de... Moi j'avais bien aimé la musique de La poursuite du diamant. Elle est pas géniale, mais franchement, elle faisait le taf. Ouais, mais elle faisait le taf. Mais bon, entre les morceaux parodiques à la western et tout, alors qu'après, quelques années après, pour moi, Silvestri allait composer une grande musique de western avec Mort ou Vif, hein, donc de Sam Raimi, quoi. Mais et les morceaux au synthé, au saxo, quoi, à la poursuite d'un vert, elle est très datée. Elle était déjà datée quand elle sortait, je trouve. Donc oui, tout à fait. Mais moi, je trouve qu'elle était fonctionnelle par rapport au film. Oui, elle est fonctionnelle. Mais sur le coup, avec Retour vers le futur, là, on a quelque chose d'étonnant, quoi. Moi, ça m'a scotché. C'est la musique de dessin animé, hein, beaucoup. Elle annonce, comme tu dis, bon, c'est un compositeur qui n'a pas forcément réussi dans la durée, mais sur quelques années, Retour vers le futur annonçait ses futurs chefs-d'œuvre qui seraient Predator et Predator 2, Abyss, que je considère comme un grand chef-d'œuvre, Judge Dredd aussi, mauvais film et grande musique. C'est marrant, tu cites pas Roger Rabbit ? Oui, mais non, parce que... Son travail sur Roger Rabbit, il est ahurissant, mais parce qu'il correspond pas à cette veine de Retour vers le futur, très martial, très... je fonce dans le tas. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ah oui, non, mais j'adore l'énergie qu'il a dû mettre, parce que le film, il a une énergie de fou. Ah mais non, mais j'adore la BO de Roger Rabbit. Hein. Bon, je vais pas citer toute sa filmo non plus, quoi. D'accord. Mais voilà, je fais court, mais pour moi, voilà, c'était un film où on avait... Musicalement, on assistait à la naissance d'un compositeur, ce qui est rare. D'accord. Enfin non, c'est con ce que je dis, ce qui est rare, parce qu'à un moment donné, les compositeurs doivent naître, donc il va y avoir un film où ils vont... Non, il y a un moment où il y a une osmose qui se fait, ça se cristallise, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça devient... c'est le moment où le gars, on sait, quoi. Il devient bon, et... Voilà, ouais, exactement. Il faudrait que je te laisse parler. À ma place, hein, tu parles mieux. Non, c'est pas ça, c'est que je voulais en parler. Moi, j'avais noté Retour vers le futur, donc tu m'as niqué là. Donc, encore oh. Mais ouais, mais évidemment, mais en 85, sérieusement. Retour vers le futur, quoi. C'est quand même le. Il n'y a que des codes dans cette musique. Quand on entend. On sait ce que c'est. Ouais. Quand on entend. Ok, il n'y a que des codes. Et donc, quand tu regardes le film, quand tu regardes ça avec des gamins, dès que la musique commence, dès que tu entends la batterie qui commence à partir, les percussions, les mômes, ils se calent dans le siège, quoi. Ils se calent dans le fauteuil, ils savent que ça va être comme ça. Moi, j'ai assisté à des projections, il n'y a pas longtemps, des trilogies, pendant une nuit Retour vers le futur, tu vois. Mais la salle, c'est que des signaux qu'on t'envoie, quoi. Ouais. C'est fabuleux, quoi. Et c'est de la musique de cartoon, parce que les personnages, le doc, ils bougent comme un personnage de dessin animé. Mais c'est Retour vers le futur, le premier plus que les autres, je trouve, c'est un pur... Comment dire,
c'est un pur plaisir de cinéma parce que t'as une multitude de détails. Moi, je peux le revoir. Le C'est un des films. scénario, il est parfait. C'est un des films que j'ai vu et revu le plus. Mais rien Ouais, que tout semble- rien que la première scène où t'as Marty qui arrive, on le voit pas tout de suite, on voit ses pieds qui rentrent dans le labo de Doc et tout. T'as plein de détails qui t'annoncent déjà ce qui va se passer et tout ça. Ouais, quoi. ça annonçait, je voulais faire de la Ouais. guitare électrique, moi, je te le dis. Ah non, mais c'est clair, quoi. Non, c'est un film, il y a la puissance du rock en plus dedans, quoi qu'on dise. Et j'ai trouvé que c'était vraiment fort pour ça. Je suis très embêté parce que c'est vraiment le film sur lequel je voulais m'étendre, mais t'as tout dit. Donc voilà, Non. et j'ai pas envie de parler des autres films de cette année-là, même si j'ai adoré Explorers, même si j'ai adoré ouais, il y a des trucs vraiment vachement bien, mais en fait, il balaye tout, celui-là, quoi. Mm. Il écrase tout le reste, et voilà, quoi. Donc, 85, je sais pas quoi dire, parce que Legend, j'ai déjà parlé de Jerry Goldsmith, c'est un génie. Legend, c'est merveilleux, c'est la plus belle musique. Mais qu'est-ce que tu avais prévu de que dire Disney a sur jamais fait. Retour vers le futur, ce que tu viens de Bah, dire rien, quoi. ce que tu as dit, D'accord, puisque ok. j'ai ajouté derrière, en fait. Ok. Que Retour au futur, c'est un modèle de film. Ouais, ça envoie tout au cartoon, quoi. Tous les personnages deviennent des cartoons. T'as l'impression qu'ils sautillent quand ils marchent. Il y a tout. Il y a la musique de musique de suspense à la fin, quand on attend l'éclair, on attend tout. Tout est parfait. Tout est parfait. Enfin, de toute façon, c'est un des films les plus aimés de la Terre, et les gens le regardent 40 ans après, ils sont encore en extase devant, parce que c'est une mécanique hyper précise. Tout s'emboîte, tout est... Enfin, ouais, il est super, quoi. Le seul machin qui m'a gonflé quand je l'ai vu, c'était le Super 4x4 de Marty McFly, parce que je n'ai pas les mêmes valeurs. Mais Bah, c'est faudrait bien qu'on à comprenne l'époque, ça avait fait un peu tollé, quoi. Oui, cette fin, quoi. ouais, il fallait qu'on comprenne qu'il était... enfin, ouais, voilà, comment être plus heureux avec plus de choses, quoi. Sinon, bah ouais, Rambo 2, je voulais pas m'étendre dessus, parce que c'est du Super Goldsmith, mais c'était une farce. Et La chair et le sang, bah, c'est Paul Doris, c'est une musique que je trouvais absolument démentielle, quoi. Il a réussi à faire des choses nouvelles, et Witness, on en a déjà parlé, toi et moi, moi j'aime pas du tout, parce que je trouve que Maurice Jarre, il a empoché le chèque, et puis il a fait le minimum. Et puis, ouais, il y avait ce bois à l'époque, que tout le monde avait en disque. Guns Don't Kill People, tout ça. People Kill People. En fait, ça a super mal vieilli. Mais c'est quand même ce que Serra a fait de mieux, à mon avis. En vrai. Parce qu'après, il est parti. Il nous a quittés, le pauvre homme. J'ai jamais kiffé ce qu'il a fait. Et d'habitude, c'est pas que j'aime pas. Je peux me dire, si tu veux, ça me plaît pas. Mais je me dis, ça me plaît pas. Voilà. Là, je trouve que c'est vraiment pas bien, quoi. C'est différent, quoi. Je peux pas m'empêcher de juger alors que... Voilà. Et non, nous n'arriverons pas dans ce podcast en 1986 qui rime avec saucisse, puisque le docteur et le professeur vont se reposer un petit peu, parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour ces 10 années qu'ils viennent de couvrir de main de maître, il faut l'avouer. Nous nous retrouverons pour un prochain podcast. Moi, j'aimais bien 1986. À bientôt. Et puis surtout, parlez à vos amis de ce podcast extraordinaire. Ciné-claque, c'est du ciné, des claques et des claques. Allez, salut.